Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du musée dans votre canapé. Je m'appelle Jean-Christophe Ponneau, je suis le président des Amis du musée et je suis accompagné aujourd'hui de Guillaume Gosselin, vice-président de l'association Seine-et-Marne 1914. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter un épisode, ou en tout cas une partie de la bataille de la Marne, septembre 1914, qui va aller du 5 au 9, voire 10 septembre 1914. Et cet objectif, c'est de vous parler plus précisément, en fait, d'une des 5 grandes batailles de la bataille de la Marne. C'est la bataille de l'Ourcq. C'est celle du territoire du musée de la Grande Guerre. Pour nous en parler, en fait, nous avons demandé à un de ces soldats, un des soldats qui a participé à cette bataille de l'Ourcq, de nous en parler. Alors, mon capitaine, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du régiment qui va participer à cette bataille de l'Ourcq, et particulièrement le 276e? Oui, eh bien le 276e était un régiment qui était basé en partie à Coulommiers, une autre partie sur Paris. Et ce régiment a la spécificité du 2, à savoir c'est un régiment de réserve. C'est-à-dire que les hommes qui vont partir sont des hommes qui ont déjà effectué leur service militaire. Service militaire qui, depuis 1913, est de 3 années. Donc ces personnes qui ont fait leur service militaire vont être appelées sous les drapeaux, ils ont tous un fascicule de mobilisation et à partir de cette escalade de la guerre, eh bien, le gouvernement demande à tous ces hommes de rejoindre leur caserne. Vous arrivez, donc on est après la mobilisation et après la déclaration de guerre, on est après le 4 août, vous arrivez à Coulommiers. À partir de là, vous allez toucher votre équipement, comme la plupart des hommes, en fait, pour pouvoir partir plus tard. En fait, aux alentours du 10 août, vous allez partir sur le front. Mais parlez-nous un petit peu de l'équipement. Alors, en 1914, en ce mois d'août 1914, le soldat, habillé comment ? Le soldat en 1914 porte ce qui qualifie le soldat depuis l'époque napoléonienne, à savoir qu'il porte une capote qui a un nom particulier qui est spécifique aussi à l'armée française, savoir toujours donner des noms qui ne sont pas en rapport avec la couleur, à savoir qu'on appelle ça gris de fer bleuté. Cette capote est gris de fer bleuté, ce sont des capotes qui étaient déjà portées lors de la guerre de Napoléon III de 1870. Il a donc cette capote. Sous cette capote, il a un pantalon rouge qui est spécifique à Napoléon III, car certains disent Napoléon Ier, les armées... Non, les armées de Napoléon Ier n'avaient pas de pantalon rouge. Donc on a un pantalon rouge, et pour les officiers, pantalon rouge avec une bande noire. De plus, nous avons le képi, ce magnifique objet, qui est un effet de parade, un dérivé du shako pareil napoléonien, et on retrouve sur ce képi les éléments de grade d'un officier, en l'occurrence 3 barrettes pour un capitaine. Alors, on va parler plus précisément, évidemment, de ce 276e régiment, parce qu'il a participé directement à la bataille de l'Ourcq sur le territoire. On va le revoir par la suite. Donc, on est début août. Aux alentours du 10, en fait, ce 276e qu'on va suivre part au front. Et là, en fait, le début du mois d'août pour l'armée française, c'est une véritable catastrophe. On se rend compte qu'en effet, ce pantalon rouge face aux mitrailleuses allemandes, face aux Maxims, et c'est une véritable catastrophe. C'est pour ça qu'en fait, on va arriver le 22, le 23, le 24 août à plus de 20 000 morts par jour. C'est une véritable hécatombe pour l'armée française. Donc Joffre décide le repli général de la Marne, comme on l'a évoqué, et à ce moment-là, en fait, il va falloir défendre Paris, puisque le plan Schlieffen, le plan allemand, était de prendre Paris. Et pour pouvoir, en fait, défendre Paris, à qui va-t-il donner cette défense de Paris ? À Gallieni, qui est un officier en retraite. C'est un officier en retraite, ce qui fait qu'il n'a pas de part active dans la défense du territoire. Néanmoins, Joffre, qui est un ancien subordonné de Gallieni, va se dire on va confier à Gallieni la défense de Paris. Et est-ce que les troupes qu'a Gallieni à sa disposition, est-ce que la défense est suffisante à ce moment-là ? Eh bien, il constate que malheureusement, ce n'était pas suffisant. Il va donc créer la 6e armée et il va mettre à la tête de la 6e armée le général Monoury. Et votre régiment appartient ? Va dépendre de la 6e armée et nous allons nous retrouver à cheminer pour, on va dire, contre-attaquer, sachant que Gallieni a eu la bonne idée d'utiliser des aéroplanes. Et le 3, il se rend compte que l'armée allemande, qui logiquement devait fondre sur Paris, eh bien cette armée allemande a bifurqué. Et donc, s'il a bifurqué, en fait, l'idée, c'est qu'en fait, von Kluck, en fait, abandonne Paris pour poursuivre, en fait, les troupes anglaises. Alors, mon capitaine, il va y avoir un coup de fil qui va être, en effet, déterminant pour gagner, pour cette bataille de l'Ourcq. Ce coup de fil, Gallieni va le passer à qui ? À Joffre.
pour pouvoir mettre en place une défense, une attaque à partir du 3. Or, Joffre n'est pas du tout décidé sur cette date. Pour lui, tout va se faire le 6. Donc en fait, il a préparé son ordre pour que toute la contre-attaque de l'armée française se fasse Démarre le 6. le 6. Et là, nous sommes le 4, donc dans la nuit. Gallieni va passer ce coup de fil. Churchill dira, une fois que ce coup de fil était passé, la bataille était gagnée. Et donc, d'après ce que vous m'expliquez, Gallieni va réussir à convaincre Joffre de lancer une première contre-attaque, en fait, le 5. Mais à qui va-t-il confier ces contre-attaques ? Notamment au 276e. Donc 276e qui va venir à Villeroy aux alentours de 11h à pied. Donc il faut bien dire que ce sont des hommes qui n'ont fait que reculer en utilisant pédibus, jambus. Donc cette 6e armée à laquelle vous appartenez, c'est celle qui va prendre sur le flanc droit, en fait, la première armée allemande, l'armée de von Kluck. Et donc pour une bataille qui devait démarrer le 6, en fait, elle va démarrer le 5. Le 5, à midi, il va y avoir les premiers coups de canon. Et dans ces cas-là, est-ce que ça ne serait pas intéressant qu'on aille directement sur place, mon capitaine ? Eh bien si, je trouve que c'est une excellente idée. Allons-y. Et voilà, mon capitaine, nous sommes à l'endroit exact du premier coup de canon allemand de la bataille, de l'entièreté de la bataille de la Marne. Nous l'avons vu, c'était prévu le 6, la contre-attaque générale de Joffre avait été décidée le 6. Le 5, nous sommes là. Alors que s'est-il passé juste avant ? En fait, à partir du 3 septembre, vous l'avez expliqué, Gallieni envoie la 6e armée, votre 6e armée, en fait, de Paris jusqu'ici. Et en effet, la 6e armée va arriver en fin de matinée dans cette plaine française, donc dans les villages de Villeroy, plus loin du Plessis-l'Évêque, de Cuisy, d'Iverny, etc. L'armée allemande, en fait, est derrière, ici, sur les villages, en effet, de Barcy, de Marcilly. Toute l'armée allemande, en tout cas une partie de la première armée allemande, puisqu'en fait, on va se retrouver sur à peu près 20 000 hommes du côté allemand. Et dès 11h, en fait, von Kluck entend dire qu'une armée, en tout cas que des hommes, des milliers d'hommes arrivent. Très rapidement, il va envoyer à partir de ce moment-là, en fait, la 7e division allemande, une division aussi d'artillerie, et va positionner à cet endroit exact, en fait, 2 canons. C'est le lieutenant Weiss qui va avoir l'honneur, en effet, de tirer le premier coup de canon. Il est 12h30. Et depuis cet endroit-là, va tirer en fait directement sur la 6e armée française, la 6e armée de Monory, et particulièrement le 276e. Alors, on a installé aussi, l'armée française disposait aussi, eux aussi, de canons. Oui, ils avaient des pièces, donc là on est dans le 77, on va encore tomber sur de l'impair, le canon de 75 français, qui est un canon de bien meilleure qualité, surtout en termes de cadence de tir, parce qu'il peut tirer jusqu'à, je crois, 18 coups minutes, par rapport à l'allemand qui est presque moitié moins, mais malheureusement ce sont les canons allemands qui vont tirer les premiers comme vous me l'avez dit. Et c'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait cette route qui va de Saint-Patu, de Saint-Souplet jusqu'à Monthyon, c'est toute l'armée, la première armée allemande en tout cas qui va s'y installer, et ça va être la ligne, en tout cas pour le 5 septembre, ça va être la ligne de défense. Et en effet, le 276e qui est d'ici placé plutôt sur la gauche, d'ailleurs une partie du 276e va aller aussi dans le bois des Tillières, qui est juste sur notre droite. D'accord. Je vous invite à aller du côté français, mon capitaine. Allons-y. On va aller voir où vous étiez, alors Tout dans à ces fait. cas-là, à ce 5 septembre 1914. Ouais. Mon capitaine, nous voilà, nous sommes donc le 5 septembre. Faut pas oublier que le 5 septembre, au niveau temps, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Hein. Non, je crois qu'il faisait beaucoup plus chaud. Beaucoup plus chaud. C'était un des étés les plus chauds, Oui, en fait, tout à fait. depuis plusieurs années. Donc il fait plus de 30 degrés. Il est 11h, 11h30. Où sont vos hommes du 276e? Où arrive l'armée, la 6e armée de Monory? Alors nous, pour ce qui est de la 19e compagnie, nous sommes donc stationnés au niveau de Villeroy, près d'un puits. Là, on attend, on casse un petit peu la croûte parce qu'on est quand même légèrement éreinté. Ça s'appelle la grande halte, c'est ça? C'est la grande halte, tout à fait. Tout à fait. Et les hommes sont là, en stand-by. Certains portent déjà, parce qu'on a évoqué la couleur rouge du pantalon et du képi. Pour ce qui est du pantalon rouge, ils portent un surpantalon qui est de couleur bleue, comme ceci, qui permet d'atténuer ce rouge pour nos ennemis. Et ils portent cet objet, un manchon
sur leur képi, ce qui permet également de les rendre moins visibles. Ce qu'on va voir aussi, c'est qu'en fait, de l'autre côté, du côté allemand, des snipers sont très nombreux. Et en fait, les officiers français, mais c'est valable pour tous les combats, les officiers français qui chargent en fait devant la troupe, de nombreux officiers vont tomber touchés par... Et oui, parce que les officiers français ont des éléments de reconnaissance qui fait que même si le képi est caché, même si le pantalon est recouvert, ils portent les insignes de grade qu'on a aussi déjà évoqués. Ce qui fait que les tireurs d'élite allemands, les ordres sont abattez tout ce qui est encadrement. Sans encadrement, l'armée se trouve livrée à elle-même et automatiquement, il va y avoir des gros problèmes dans la chaîne de commandement. Donc, 11h30, la grande halte, vous vous arrêtez avec vos hommes. En fait, on se trouve à l'endroit exact où la rencontre entre la première armée allemande et la 6e armée de Monory va se faire. Donc cette route qui part de Villeroy pour aller jusqu'à Iverny, on peut penser que c'est à peu près 15 000 hommes qui vont se retrouver ici du côté français. Exactement, oui. Et du côté allemand, on y était pour le premier coup de canon. En fait, depuis Choconin, le bois du télégraphe qu'on voit ici, jusqu'à Saint-Souplet, en fait, la ligne de défense allemande se met en place ici. Donc à midi, le lieutenant Weiss, avec ses 2 canons de 77, va tirer en direction de votre position, il me semble. Voilà, il nous sert l'apéro. Il vous sert l'apéro, exactement. Voilà. Et à partir de ce moment-là, en fait, les troupes françaises vont essayer d'arriver jusqu'ici. L'objectif, c'est de prendre Monthyon. On aperçoit d'ici le château de Monthyon qui servait de poste d'observation. Alors, juste sur la droite, à la ferme, une deuxième batterie allemande se met en place. Où se met la batterie de 75 ? Il me semble que c'est le village de la Baste. C'est à la Baste, effectivement. Car, comme vous avez évoqué, nous allons avoir aussi une partie d'éléments qui va venir d'Afrique du Nord, qui va forcément... Et c'est là où, en effet, cette bataille, elle est vraiment caractéristique, ou en tout cas, elle est remarquable. Pourquoi ? Parce que vous nous avez expliqué que des gens, en effet, qui sont issus du terroir briard, en fait, vont combattre ici. Exactement. Mais juste à côté d'eux, en fait, une troupe, en fait, indigène, comme vous l'appelez à l'époque, en fait, les troupes marocaines, les tirailleurs marocains vont arriver et, en fait, font partie de la 6e armée. Exactement, ils sont inclus dans le dispositif. L'idée, c'est qu'en fait, les Marocains qui vont être derrière nous, en fait, qui sont sur ma gauche, vont avoir l'objectif à 14h, en fait, de prendre ce bois du télégraphe. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on va, une question comme ça, est-ce qu'on va canonner, est-ce qu'on va faire une préparation d'artillerie avant d'envoyer les Marocains ou pas ? Malheureusement non. Malheureusement non, ce qui fait que les Marocains vont partir, comme ce sont de fiers combattants, ils vont partir baïonnette au canon selon les ordres du haut commandement, la Fuerza française, on y va et on part pour affronter les Allemands qui malheureusement eux sont bien équipés au niveau canon. Donc on va se retrouver avec une partie du champ de bataille à partir de 14h où les Marocains vont traverser ce champ devant nous pour prendre Choconin, Neufmontier ici. Tout au long de cette route, on a toute l'armée, la 6e armée, en particulier en fait le général de Mainbray va commander plusieurs régiments, le 276e de Colomiers, mais aussi les régiments de Fontainebleau et de Melun. Donc on est vraiment sur en fait des troupes sénémarnaises du local. Le général de Mainbray, dont on parlera sans doute, en fait va installer son poste de commandement à Iverny. L'objectif, c'est de prendre Monthyon. Alors on a des gens du terroir. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, parce qu'il me semble que un des hommes va être blessé sur ces champs. Comment s'appelle-t-il ? Alphonse Tellier. Notre Alphonse Tellier. Donc, il fait donc partie du 276e. Et de quelle compagnie ? La 19e. La 19e qui va être appelée en renfort pour aider les Marocains, parce qu'ils sont très mal partis. Il faut s'imaginer que les Français se font mitrailler, prennent les coups de canon, et on leur demande d'avancer. Ils vont donc avancer. Le capitaine Guérin, comme c'est sa compagnie, part sabre au clair. Il avance, il fait des bonds pour les aider. Malheureusement, le capitaine Guérin est tué. Ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, les mitrailleuses allemandes se sont réfugiées dans un creux, le rue de Ruttel, le rue de la Sorcière. Ce qui fait que quand vous arrivez, vous, en haut de ce petit monticule, les silhouettes se détachent fortement. Et en fait, vous ne pouvez pas aller plus loin. Non. Mais l'idée, c'est qu'on a envoyé votre régiment, en fait, protéger la retraite des troupes marocaines. Il faut comprendre qu'en fait, ces Marocains, ce sont des troupes d'assaut, des troupes de choc. Et en 2 heures à peu près, puisqu'ils sont partis à 14h30, à 17h, c'est plus de 1000 morts. Philippe Braquet, le conservateur, le directeur du musée de Villeroy, nous en parlera, mais
c'est plus de 36 000 cartouches qui vont être tirées en plusieurs heures. Donc les Marocains se retirent, se replient. C'est trop compliqué pour prendre le bois du télégraphe. Et c'est votre compagnie, plusieurs compagnies qui partent depuis cette route, qui vont protéger. C'est en ça que c'est remarquable. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qu'on connaît, d'autres soldats qu'on connaît de votre régiment? Et oui, car suite au décès du capitaine Guérin, la personne qui va prendre le commandement, c'est le lieutenant, mais un lieutenant célèbre à l'époque, mais qui va être encore plus célèbre après, c'est le lieutenant Charles Péguy, qui, dans un acte courageux, à savoir que lorsqu'il prend le commandement, il range son revolver dans son étui, il sort son sabre, met ses gants blancs et part à l'assaut. Tous ces hommes, notamment Alphonse, lui disent « Mon lieutenant, baissez-vous, protégez-vous », mais non, ne sentant que son courage, lui continue, veut mener ses hommes à l'assaut. Malheureusement, il fait un premier assaut, un second assaut, il est abattu par les balles allemandes, soit par un soldat, mais il y a beaucoup de chances que ce soit un des tireurs d'élite qu'on a évoqué plus tôt. Péguy qui va être enterré avec ses hommes, le capitaine Guérin et plusieurs autres, dans la grande tombe de Villeroy qu'on va aller voir. On pourrait évoquer comme ça plusieurs personnages. On a Victor Boudon, ce Parisien qui va écrire un livre plus tard, Mon lieutenant Charles Péguy. Mais on pourrait aussi vous parler d'Henri Caroli. Henri Caroli faisait partie de la 21e compagnie du 276e. C'est celle qui est envoyée dans le bois des Tillières, un peu plus loin, en reconnaissance. Lui se porte volontaire à ce moment-là, le 5 septembre, pour accompagner sa compagnie. Pourquoi? Parce qu'en fait, il habite à Saint-Souplet. Et il va être emmené, il va se porter volontaire pour emmener sa compagnie en disant « Moi, je connais bien, j'habite là ». Malheureusement, en fait, va tomber dans une embuscade dans le bois des Tillières. Les Allemands sont là et il va mourir à 200 mètres de sa maison. Henri Caroli, voilà un autre briard qui va défendre son territoire. Ce que je vous propose, mon capitaine, c'est qu'on aille sur la tombe de Charles Péguy et de ses hommes. Tout à fait. Et comme on parlait d'Alphonse, oui, le pauvre Alphonse va être blessé sur son champ. Son champ qui est juste ici. Incroyable. Au mois de juillet, il est en train de travailler sur son champ et au mois de septembre, il est blessé. Et d'ailleurs, on retrouve encore aujourd'hui de nombreux éléments de cette bataille dans tous les champs environnants. Il y a eu, ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir, c'est le 5, la bataille va se dérouler ici jusqu'à 18h, 18h30. On a des témoignages en fait de soldats blessés qui nous disent que les Allemands en fait vont contre-attaquer pratiquement jusqu'ici. Le soir et pendant la nuit, en fait, les Allemands vont même achever plusieurs blessés. On a des témoignages, entre autres du lieutenant Courtier. Donc en fait, on est vraiment ici sur le champ de bataille et ça n'a pas tellement changé en fait depuis plus de 100 ans. Nous allons sur la tombe évoquer un peu plus le lieutenant Charles Péguy. Mon capitaine, nous sommes donc sur la grande tombe de Villeroy-Choconin. En fait, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette grande tombe, puisqu'en fait, c'est de là dont vous êtes partis, c'est ça, avec vos hommes? Oui, tout à fait. Les hommes sont partis d'ici pour essayer de prendre la position qu'on a évoquée tout à l'heure. Et à partir de cet endroit, donc ça va être une hécatombe. Savoir qu'on a déjà eu le capitaine Guérin qui a été tué. On va avoir le lieutenant Charles Péguy qui va être tué. On va avoir le Charles de la Cornière qui sera aussi abattu. Et ici, on se retrouve avec une centaine de soldats, dont 32 qui sont inconnus. Ceux qui ont été mentionnés sur le monument. Et donc, c'est un des premiers lieux de mémoire, à savoir que dès l'année 15, il va y avoir les premiers pèlerinages. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les premiers dimanches en fait de septembre, l'amitié Charles Péguy avec les descendants de Charles Péguy, en fait, des commémorations se situent. Et donc ici tous les ans. Donc dans cette grande tombe, en fait, c'est un des premières tombes en fait de 1914. Il n'y avait pas de tombe individuelle encore à cette époque. Ça va arriver à partir de 1915 sous la pression des familles. Il y a tellement de morts qu'en fait ces grandes tombes collectives vont disparaître au profit de tombes individuelles. Ici, on a donc 32 inconnus, parce que les soldats portaient sur eux donc des plaques. Ah oui, très bien. Oui. Et grâce à ces plaques, ça permettait de les reconnaître et d'avoir leur identité, leur numéro d'inscription au régiment. Et malheureusement, c'est que certains de ces soldats, pour les 32 soldats inconnus, c'est que certains ont été enterrés hâtivement par leurs camarades et quelques mois plus tard, ils ont été rebougés et dans certains cas, les plaques ont été perdues. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on a des soldats qui ne seront pas, leurs familles ne sauront pas qu'ils sont décédés. Et pour certains d'entre eux, il faudra attendre le début des années 20 pour qu'on puisse attribuer aux familles le statut effectivement de veuve de guerre. Et sachant que plus de 80% de ces soldats sont issus du milieu de l'agriculture, cela va permettre de débloquer des situations catastrophiques dans des fermes.
Et comme vous l'évoquiez, jusqu'à présent dans les batailles, les soldats avaient rarement des tombes individuelles, il n'y avait quasiment pas de cimetière militaire. Donc à partir de cette guerre de 14, on va reconnaître un statut aux soldats morts pour leur patrie. C'est donc un élément important, car l'attitude du peuple, et c'est dit sans aucune notion péjorative, va être que ces soldats ont donné leur vie, il faut donc qu'il y ait une reconnaissance de leur mort. Très bien. Le 5 au soir, en fait, il faut imaginer ici des blessés, des morts par centaines, voire par milliers. Dans la nuit, en fait, du 5 au 6, les Allemands comprennent qu'en fait, ils ne pourront pas tenir face à l'avancée de la 6e armée, ne pourront pas tenir. Et donc décident de se replier dans la nuit du 5 au 6 septembre sur une crête un peu plus loin, en fait, à quelques kilomètres derrière nous, en fait, sur une ligne qui va du village de Vared jusqu'au village des Trépilly. Et ce qui fait que les soldats français qui se sont réfugiés dans Villeroy, dans Iverny, un peu plus loin, dans la nuit du 5 au 6, à partir de 4h, 5h du matin, vont avancer sur ce champ de bataille, vont reconnaître leurs morts évidemment, et vont investir les villages de Monthyon, de Choconin, qui ont été complètement désertés par les troupes allemandes. Mais avant, en effet, d'aller de se transporter au 6 septembre 1914, ce que je vous propose, c'est peut-être d'aller voir le musée de Villeroy qui conserve des éléments vraiment remarquables au niveau à la fois des objets et de rencontrer le président de l'association qui s'en occupe, Philippe Braquet. Allons-y. On a vraiment une vue intéressante parce qu'on est de l'endroit d'où partent les troupes françaises. On voit sur là le bois du télégraphe. Alors il s'appelle comme ça parce qu'en fait au 19e siècle il y avait un télégraphe tout en haut. Mais le village de Choconin, il faut vraiment comprendre que ce village de Choconin, les Allemands y sont terrés. Ils sont depuis Monthyon jusque là. Il va y avoir des combats en fait, au corps à corps. On va retrouver même des soldats marocains enlacés, si je puis m'exprimer comme ça, avec des soldats allemands. Donc on est vraiment sur la route là qui part, et il faut imaginer ces soldats en bleu, rouge, protégeant les troupes marocaines qui vont essayer de prendre le village de Monthyon juste en face. Donc on est vraiment là au point de départ du 5, et c'est vraiment un lieu vraiment caractéristique et important. Et chargé d'histoire. Donc la tombe de Péguy, la croix de Péguy qu'on a vue tout à l'heure, en fait, elle se situe à 60 mètres pratiquement dans ce champ, là en direction de Monthyon. Ouais. Et puis, je ne sais plus, je crois que c'est dans les années 60 ou 70, en fait, on a reposé la croix de Péguy, mais en fait, la croix de Péguy était directement à l'endroit même où était tombé Charles Péguy. Le lieutenant. Donc là, on voit en face, en fait, le village de la Baste, où nos célèbres canons de 75 ont réellement rivalisé, voire même surpassé les canons de 77. Il va y avoir plus de 1000 obus tirés, c'est des choses incroyables, on a du mal à se rendre compte aujourd'hui. Mais encore une fois, voilà, ici le 5 septembre, c'est à peu près 30 000 hommes, une bataille qui va regrouper 30 000 hommes qui va se produire ici. Donc là, on va reprendre la route pratiquement qui a pris le 276e régiment. En fait, on va aller dans le village de Villeroy, où se situe le musée. Sur la gauche, les Marocains arrivaient de Charny, un petit village qui est juste derrière. D'ailleurs, les blessés vont aller à Charny jusqu'au 5. Et à partir du 6, on va utiliser Choconin. On ira visiter plus tard Choconin-Neufmontier, l'église. Et à l'époque, c'était du champ de blé. Il y avait du champ de blé, mais on sait qu'il y avait aussi de la betterave. Et c'est ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, ça n'a pas changé pratiquement. C'est vraiment, on a la chance de pouvoir en fait redécouvrir. Et donc c'est vrai que quand ces soldats avancent dans les champs, ils avancent sur des chaumes parce que les blés ont été moissonnés. Tout à fait. Bonjour Philippe, merci de nous accueillir dans ton superbe musée. Qu'est-ce que tu peux nous raconter? Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ce musée alors? Oui, alors en quelques mots, l'histoire du musée. Moi, je suis natif de Villeroy et quand j'ai eu une dizaine d'années, donc passionné d'histoire, j'ai commencé à m'intéresser à la Première Guerre mondiale.
Donc de faire des sorties sur le terrain autour de Villeroy, de trouver des vestiges des combats, des boutons d'uniforme, des balles. On trouve encore des vestiges, des balles en fait sur le champ de bataille? Alors c'est un jeu de patience, effectivement, il y a eu 7 heures de combat, c'est que de la plaine autour de Villeroy, donc au moment des labours, en discutant avec les cultivateurs, on arrive à trouver effectivement encore des vestiges des combats. Donc tu partais à la recherche de vestiges, et avec ton papa, alors c'est ça? Alors mon père était passionné d'histoire, donc c'est lui qui m'emmenait dans les champs, chercher des vestiges à la fois gallo-romains, préhistoriques, et moi, voilà, adolescent, je me suis passionné un peu plus pour des conflits militaires, et en l'occurrence la Première Guerre mondiale. Et donc, voilà, récolter ces objets. Ensuite, après, très rapidement est venue l'idée d'en faire des expositions. Dès que j'ai eu 18 ans, j'ai monté des premières expos dans le village au mois de septembre parce qu'il y avait des commémorations ici pour la bataille de la Marne. Donc je trouvais intéressant aussi de proposer au public qui venait aux commémorations de voir des vestiges, de voir des objets. Donc c'est comme ça que sont nées les premières expos. Et alors justement, les éléments les plus marquants de ton musée, alors ça serait quoi alors par exemple? Tu peux nous parler des différents uniformes que tu as là? Oui, alors voilà, l'événement le plus marquant, il est en vitrine ici. Il est arrivé au musée en 2004 quand c'est la famille Peggy qui une fois est venue en disant voilà, j'ai retrouvé quelque chose dans une cave d'un domicile parisien et il nous apporte dans une boîte le képi du lieutenant Peggy. Donc ça c'est une pièce magnifique. Ils nous ont également apporté la cantine qui est marquée Charles Peggy et qui était également dans cette cave du domicile parisien. Ces commémorations, elles se situent le premier dimanche du mois de septembre, c'est ça? Tous les ans, depuis pratiquement 1915-1916? C'est ça. En faisant des recherches, j'ai trouvé que la première commémoration a eu lieu au mois de novembre 1914. Et depuis septembre 1915, chaque année, il y a une commémoration à Villeroy. Et c'est vrai que la commune, ce qui est intéressant, a perpétué la tradition. Et moi, étant gamin, il y avait toujours ces commémorations. Et voilà, je pense que c'est assez rare au niveau des communes de France où depuis 1915, comme ça, on perpétue la tradition. Et même depuis 1914. Donc la famille t'a transmis en fait pour conserver le plus longtemps possible la malle de Charles Peggy. On a une représentation ici du 276e, son régiment. C'est ça, on a essayé de faire une représentation de Charles Peggy, sa table de travail, également d'un soldat marocain à ses côtés, qui viennent livrer leur premier combat ici autour de Villeroy en septembre 1914. Et puis après, on a une représentation d'un soldat allemand et puis du soldat français. C'est vrai que le petit tableau nous permet comme ça de voir l'ensemble des uniformes des différents protagonistes qui ont participé à la bataille de Villeroy. Donc on se retrouve une autre partie importante du musée, en fait c'est le côté pédagogique. En fait c'est cette maquette qui permet en fait aux différents visiteurs de comprendre ce qui s'est passé. L'objectif est là? Oui, c'est ça, ça donne une bonne représentation de la bataille. C'est vrai que sur un petit 20 km² de Meaux jusqu'à Saint-Soupley, on a l'ensemble du champ de bataille. Et avec cette maquette, on visualise tout de suite l'enjeu de la bataille qui sont les deux points hauts, la hauteur de Monthyon et la hauteur de Panchard et du bois du Télégraphe. Donc c'est vrai qu'en un seul coup d'œil, on a tout le champ de bataille qui est visualisé. Et ça nous permet en effet, grâce à cette représentation, de mieux comprendre encore cette bataille qui s'est passée le 5 septembre 1914. Pour revenir au képi, donc il nous a été offert par la famille Peggy. Charles Peggy était enterré avec son képi du 276e régiment d'infanterie, puisque le képi était traversé par une balle. Et on a retrouvé des témoignages quand les soldats qui sont chargés d'enterrer Charles Peggy se posent la question, qu'est-ce qu'on fait de ses affaires personnelles, notamment son képi? Est-ce qu'on le renvoie à la famille ou est-ce qu'on l'enterre avec? Et il y a eu une discussion entre ces gars-là, et ils se sont aperçus que le képi étant traversé d'une balle avec des taches de sang, ils se sont dit si jamais on renvoie ça à la famille, ça sera un souvenir douloureux pour la famille que d'avoir toujours ce képi comme ça, troué d'une balle et taché de sang. Donc ils ont pris l'option d'enterrer Charles Peggy avec le képi. Et le képi que nous avons dans le musée, c'était un autre képi, c'était courant que les officiers se fassent faire plusieurs képis. Donc celui-là date du moment où Charles Peggy a fait son service militaire au 76e régiment d'infanterie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est noté en dessous avec le P de Peggy, et qu'il provient effectivement de la famille Charles Peggy. C'est Guillaume. C'est énormément d'émotion de penser que c'est le képi d'un lieutenant du 276, sachant que lui, c'est un réel. Nous ne sommes que des porteurs de messages, à savoir que l'uniforme qu'on porte, c'est pour leur rendre hommage. Mais nous ne sommes pas des soldats de cette époque. Nous les interprétons avec bonheur, nous leur rendons hommage. Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'émotion d'avoir entre mes mains un témoignage de cette époque-là. Et c'est vrai que c'est formidable que dans le cadre de votre travail, vous fassiez ce travail de mémoire pour ne pas oublier et d'avoir des objets qui sont porteurs d'histoire. Ce qui est aussi intéressant par rapport à ce képi, c'est que
la famille ait fait le choix de le donner à un petit musée. Villeroy, on était à 800 habitants, c'est 800 habitants, c'est un musée communal, c'est un musée qui est gratuit. Et voilà, c'est bien que le képi soit retrouvé ici à Villeroy, l'endroit où Charles Péguy s'est fait tuer. Ouais. Comment fait-on pour visiter ton musée, Philippe ? Alors le musée se visite sur rendez-vous, il y a un numéro de téléphone, une adresse mail, on prend contact et puis on trouve des créneaux de visite avec des bénévoles qui sont des retraités de la commune et qui se chargent de faire les visites. Alors là, Philippe, tu nous montres un morceau de bois, mais il a quoi de particulier ? Alors ce morceau de bois est intéressant puisqu'il provient du bois du Télégraphe, où il y a eu des combats assez durs en forêt. Le décès du capitaine Hugo d'Erville. Notamment, entre les troupes marocaines et les soldats allemands, et de trouver ce morceau de balle Lebel figé comme ça dans un tronc d'arbre retrouvé au bois du Télégraphe. Alors Philippe, avant de se quitter, en fait, ce que je souhaiterais, c'est que tu nous présentes un petit peu, en fait, tous les travaux de recherche que tu as fait. Vous êtes plusieurs à l'association du musée de Villeroy, et entre autres, si tu pouvais nous parler un petit peu du dernier livre, en fait, qui est sorti sur la bataille du 5. D'accord, le dernier né, effectivement, le musée publie différents ouvrages pour raconter les combats de Villeroy, principalement, Villeroy et les alentours. Et le dernier né du musée, c'est ce livre, La bataille de la Marne, le 5 septembre 1914, qui traite de Villeroy et tous les petits villages alentours, que ce soit Choconin, Charny, Montion, Iverny. Et ça fourmille d'anecdotes sur les soldats qui sont battus sur Villeroy et les environs. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, on a évoqué les différents personnages qui avaient travaillé à travers des livres, que ce soit Victor Boudon. On a pensé aussi, on a oublié le lieutenant Juin, qui va devenir, en fait, c'est le dernier maréchal de France. Tu en parles aussi au moment, puisque c'est lui qui va découvrir, en fait, le corps de Hugo d'Erville, c'est ça, du capitaine Hugo d'Erville, des troupes marocaines, c'est ça? Tu en parles un petit peu dans ton ouvrage, je crois. Ouais. Il y a d'autres personnages aussi, tu voulais nous parler aussi d'un autre personnage? Alors un autre soldat qui combat sur Iverny, qui s'appelle Paul Tuffreau, et pour l'anecdote, c'est à la fin de la guerre, c'est lui qui reprendra les cahiers de la quinzaine sur Paris, qui étaient avant-guerre gérés par Charles Péguy. Donc il a écrit plusieurs ouvrages aussi qui relatent la bataille du 5 septembre 1914. Ces ouvrages, vous pouvez les trouver au musée de la Grande Guerre, vous pouvez le trouver ici, vous pouvez le trouver aussi en ligne sur le site des Amis du musée, donc aucun problème pour pouvoir le trouver. Différents ouvrages, on pourrait en effet vous parler d'Hugo d'Erville, ce capitaine des tirailleurs marocains qui est tombé pendant l'assaut du bois du Télégraphe. Et à propos des Marocains, est-ce que tu peux nous présenter aussi celui-là? Alors c'est Daniel Clément qui fait partie des bénévoles du musée, qui organise les visites en semaine, qui a écrit un ouvrage, alors c'est une grosse encyclopédie, sur la brigade marocaine. Il y a vraiment tout ce qu'on peut savoir sur la brigade marocaine et ses combats depuis leur arrivée en France à la mi-août 14 jusqu'à la fin de la brigade marocaine, à la fin du mois de septembre. En tout cas, n'hésitez pas à prendre contact soit avec Philippe, soit avec nous, avec le musée, en fait, pour venir visiter. Il faut venir visiter ce musée. C'est vraiment rempli d'émotions, plein d'anecdotes, et en tout cas, tu nous le feras visiter. Nous, on te remercie énormément pour ce moment passé avec toi, et puis on vous dit à très bientôt. En tout cas, à très bientôt, Philippe, pour d'autres projets. Il va y en avoir d'autres, des projets, je suppose. Ça marche, pas mal de projets en cours, effectivement. Eh ben, merci à vous. Mon capitaine, on se retrouve devant Choconin-Neufmontier, à l'entrée du village où les troupes marocaines sont arrivées par ici et ont investi le village, des combats vraiment très importants. Et on est là aussi pour évoquer en fait plusieurs randonnées ou plusieurs circuits de tourisme mémoriel où en fait les différents visiteurs vont pouvoir découvrir tout un tas de choses. Alors je vous présente sur les pas de la brigade marocaine. Si c'est des choses qui vous intéressent, vous pouvez tout à fait avoir tout un tas de renseignements. Là, pareil sur les traces de Charles Péguy, on l'a évoqué avec Philippe Braquet. Et puis ce qu'on voulait montrer aussi à nos internautes, c'est ce circuit qui a été inauguré en 2019, circuit Bataille Marne 1914, un énorme travail du musée de la Grande Guerre, de l'Office de tourisme et des Amis du musée de Meaux aussi, du musée de la Grande Guerre. L'idée, c'est qu'on va pouvoir retrouver des points d'arrêt, une dizaine de points d'arrêt. Sur Choconin, l'église Saint-Barthélemy, avec les graffitis. Montion, la Grimpette. Nous n'étions pas loin de la Grimpette tout à l'heure. Et Chambry, la nécropole. Ce qui permet en fait à toutes les personnes qui le souhaitent de découvrir en autonomie, ce circuit qu'on va découvrir à travers les différentes vidéos qu'on va proposer. Donc la prochaine fois qu'on donne rendez-vous à nos internautes, en fait, on va découvrir cette église Saint-Barthélemy, ce village de Choconin où la brigade marocaine s'est illustrée et la tombe entre autres d'un capitaine aussi célèbre ici, le capitaine Hugo d'Erville. Alors c'est le moment de dire au revoir à nos internautes. Et puis, au revoir, mais on peut se retrouver.
notamment sur la chaîne YouTube du musée, dans lesquelles toutes ces interventions vont être reprises. Ça fait qu'il n'est pas nécessaire d'avoir Facebook, on peut passer par YouTube. Sur le site du musée. Voilà, le site Facebook, exactement, en effet, ou YouTube. On va pouvoir retrouver toute cette vidéo et ces différentes vidéos. Donc on vous dit à la prochaine fois, soyez fidèles au musée de la Grande Guerre, aux amis et à la mémoire. On vous dit à bientôt en tout cas. Et merci beaucoup à la personne qui vous accompagne pour faire cette vidéo. Stéphanie. Merci Stéphanie. Merci Président. Merci bien mon capitaine. À bientôt. À bientôt. Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle, mais pourvu que ce fût dans une juste guerre. Heureux ceux qui sont morts pour 4 coins de terre, heureux ceux qui sont morts d'une mort solennelle. Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles, couchés dessus le sol à la face de Dieu. Heureux ceux...